Bienvenue dans les fadas du Sud. Je cherchais, je me disais, mais je devrais avoir un t-shirt marqué fière d'être provençale ou fière d'être marseillaise, mais je n'ai pas. J'ai que oui. Voilà. Mais oui, c'est bien déjà. Chez les roast beef, comme on les appelle, ça fait la différence. Et voilà. Donc, il fait encore beau. Chaque fois que j'ai des lives, il fait beau, les gars. Et pourtant, on ne sort pas, on ne sort pas. Je suppose qu'à Marseille, il fait beau. Enfin, dans le sud, il fait beau. Toi, tu es où, Florian, exactement? Je ne sais plus où tu es. Bonjour, Anthony. Oh, Clara, c'est l'eau, ma jolie. Moi, je t'embrasse, ma belle. Il fait beau chez toi? Il fait comment dans le nord? T'es pas loin de moi, toi? Nous, on est tout près, toutes les deux. Donc, on n'est pas loin. Bonjour à tous. Oh non, il pleut. C'est pas vrai. Ne me dites pas qu'il pleut. Ah ben, chez nous, il fait grand ciel bleu, soleil, c'est bonheur, du vent. On pourrait s'imaginer presque à Marseille en disant que le vent, c'est le Mistral. Et voilà. Et voilà. Ah, il fait très beau, bah, tu vois, il fait très beau en Belgique aussi. Donc voilà, c'est la France, c'est comme ça qui va passer le sud. Un temps de Brest. Un temps de Brest à Marseille. C'est terrible. Mais si, ça fait du bien, mais c'est vrai. Nous, on se plaint à Londres quand il pleut parce qu'il ne fait que pleuvoir. Mais vous, dans le sud, voilà. Hein, c'est le petit Jésus qui fait pipi, disait ma grand-mère. Oh, bonjour Marie-Claire. Salut Marie-Claire, hello, ça me fait plaisir. En fait, ce qui serait formidable, c'est d'arriver à faire comme Zoom, là, qui se fait, même pour la classe de mon fils, d'arriver à voir les visages de tout le monde. Bon, là, j'ai les petites icônes, donc c'est déjà mieux que rien, mais c'est chouette. Mais c'est chouette. Et on voit le bout du tunnel du confinement, enfin pour vous, pas pour nous. Hein. Au Royaume-Uni, ils ne savent toujours pas où ils ont mal, ils ne savent pas où on va, où ça va. Bonjour Xavier. Mais en France, en espérant que tout vraiment, comment dire, reprenne le chemin de la normalité, même si ça va être doucement à partir du 11 mai. Ça fait 3 semaines encore, si je ne m'abuse. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Voilà, eh bien je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour vous parler de mon univers, de mes livres, de l'univers de Roy et Castells, d'Émilie Roy, d'Émilie Roy, comme certains l'appellent, et puis de Alexis Castells. Je vois que ça déconnecte, ça va déconnecter, ça déconnecte de temps en temps. C'est le soir ici c'est toujours un peu plus difficile. Ah non, en France, vous ne savez pas non plus où vous allez pour le confinement, mais vous y allez, ouais, ça c'est sûr. Je vois qu'il y a beaucoup de discours contraires et qu'on nous prend comme d'habitude pour des imbéciles. Voilà, comme si on n'était pas capable de recevoir certaines nouvelles ou certaines informations. Mais bon. Donc voilà, eh bien écoutez, de confiné à confiné, parlons de mon univers si vous le voulez bien. Oh, merci Marie-Claire. Marie-Claire me dit je suis une de tes fans absolues. Oh, c'est adorable, merci beaucoup. Je suis en train d'écrire le numéro 4 là, qui sera peut-être pas un Roy et Castells, mais je reviendrai au Roy et Castells. J'ai des nouvelles que je ne peux pas encore partager, mais avec une série qui se profile et plein de choses comme ça, enfin une série télé. Une série télé, donc voilà. Alors attendez, je m'interromps. On me dit bonsoir Corinne, que me demande Xavier? S'organiser pour une interview avec toi à lecture, mais avec grand plaisir Xavier. Par message privé après le live, j'y répondrai voilà demain dans la semaine bien sûr. Je pense d'ailleurs que Lectoure risque d'être mon premier déplacement en France tout court. Je ne pense pas que je me rendrai en France avant. Donc je suis ravie voilà, d'être à Lectoure. Puisqu'en plus Lectoure c'est organisé par des amis et des gens que j'aime beaucoup. Donc voilà. Bonsoir Sarah, bonsoir. Oh, c'est sympa de vous voir tous ici. Xavier me dit ravi de t'accueillir dans mon Gers natal. Oui, j'adore le Gers. J'ai un souvenir mémorable d'un séjour avec mes parents quand j'avais... alors ma soeur avait 3 ans, donc j'en avais 10. Et j'avais découvert le foie gras, j'avais découvert... on était en Dordogne. Et j'avais découvert
le camping plus sympa avec mes parents. Voilà. Sarah me dit merci pour le conseil l'autre jour sur les vidéos du HIIT. Eh oui, le High Intensity Training. Voilà, c'est ce que je fais. J'ai d'ailleurs mon matelas qui est toujours là. J'ai les poids que j'ai mis dans la chambre puisque c'est mon mari qui va s'y mettre ce soir. C'est bien le HIIT, n'est-ce pas? Voilà, le HIIT, c'est très très bien. C'est très bien. Ça permet en un temps minimum de faire un maximum de brûler un maximum de calories et puis surtout de prendre un muscle et puis de dépenser l'énergie, surtout en ces temps de confinement, c'est essentiel. Ludovic, bonsoir Ludovic, salut. Salut Loïc, oh, c'est chouette. Sachez pour ceux qui ne connaissent pas Johanna Di Florian qu'après ce live vous viderez votre frigo. Oui, ce qui se passe c'est que je parle beaucoup de nourriture, n'est-ce pas? Je veux parler de fromage. En fait, ce n'est pas un live pour les amoureux de lecture et de polar. C'est un live pour les amoureux de bouffe et de vin, hein, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va dire. Parce que moi j'aime beaucoup le fromage, j'aime beaucoup la charcutaille. Donc je vous demanderai est-ce que vous en êtes à l'apéro? Moi je n'ai plus, ces derniers temps on ferait avec mon mari, on fait tous les soirs avec mon mari d'ailleurs, tous les soirs c'est peut-être pas bien, mais vous savez les Aperol Spritz, les trucs italiens là, oh là là, super super bon. Donc on se fait ça pour que la journée passe mieux, la journée de devoir à la maison avec les jumeaux et tout ça. Ah ben l'accent, il est de Marseille. Moi je suis née à Marseille, je suis née à Saint-Loup, j'ai grandi à Aubagne. J'ai étudié à Aix avant de finir étudier à Paris. J'ai étudié comment on appelle ça, à Sciences Po à Aix et puis en droit aussi à Aix. Marie-Claire me dit ça y est, j'ai pris 2 kilos depuis que tu parles. Attends, ce soir j'ai mis ma pain à lever. Voilà, j'ai mis ma pâte à pain à lever ce soir. Voilà, je refais le pain demain matin. Bonjour, bonjour. Voilà, il y a plein de gens qui arrivent, c'est chouette. Bonjour. Ah ouais, un accent de Marseille, ça je ne l'ai pas perdu cet accent, c'est certain. Alors je ne sais pas si vous allez entendre un de mes jumeaux qui pleure. C'est très possible parce que c'est les papas qui les couchent, donc c'est très possible qu'ils pleurent. Donc je m'excuse pour mon William qui pleure, qui ne veut pas être laissé tout seul pour s'endormir. Et voilà, donc je vous disais que j'allais vous parler de Roy Castells, donc qui est mon univers. Il y a un petit, il est encore dans la malle, le petit pas encore. Là, on le met dans la malle pour plus qu'on l'entende. Donc, dès que vous l'entendez plus, ça veut dire qu'il sera dans la malle, le petit William. Le petit William qui dort la nuit, puisqu'au fil des lives, il y a des évolutions. Notre technique, enfin ma technique, puisque c'est moi qui l'ai fait, hein, c'est moi qui n'ai pas dormi la nuit, ben ça y est, il dort la nuit. Donc, il nous fait ses scènes avant d'aller se coucher, parce qu'il veut à tout prix qu'on reste jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mais avec 3 enfants, on ne peut pas rester jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mais il dort toute la nuit. Voilà, ce qui me permet, moi, de travailler le soir. Donc, dès que j'ai fini le live, je me remets à écrire. Voilà, William, ouais, William le conquérant, moi je vous le dis, hein, parce qu'alors là, il a une sacrée volonté. The will en anglais, c'est la volonté, donc je vous raconte pas. Donc voilà, donc ce soir, je vais vous parler de mes 3 livres. À commencer, je vais prendre celui qui est sorti, le dernier en date, hein, ce ne sera pas le dernier, c'est 100. Je vais vous montrer toute la couverture, la jolie couverture. Regardez comme elle est belle cette couverture. C'est le 3e opus dans la série des Roy Castells. Ensuite, je vais vous présenter les autres couvertures qui se ressemblent puisqu'on les a fait dans le même esprit. Donc là, on a Bloc 46 qui est le premier avec mes notes à l'intérieur. Quand je fais des conférences, voilà. Parce que je fais beaucoup de conférences au Royaume-Uni et j'aime bien avoir mes informations sur le français puisque la traduction est la même, donc je préfère toujours me référer à celui-là. Et ensuite, on a le deuxième qui est Meurt ou Mort, voilà. Donc voilà. Donc ce sont les 3. Alors, mon univers, c'est l'univers de Emily Roy et d'Alexis Castells. Ça se passe, oh bonjour Fanny, je vois des gens qui passent. Ça se passe entre la côte ouest suédoise, dans une ville qui s'appelle Falkenberg, et que je connais très bien, puisque c'est la ville où je pars en vacances l'été, puisque mon mari est suédois, c'est comme ça que je m'appelle Gustafsson, hein, qui n'est pas un nom de plume, c'est vraiment mon nom, c'est devenu mon nom d'épouse. Et donc, les enquêtes se déroulent entre Londres, où ma profileuse Émilie Roy et mon écrivaine Alexis Castells, écrivaine de faits divers, spécialiste dans les faits divers vivent, et entre la Suède, parce que leur première enquête dans Bloc 46
va les amener en Suède. Et elles vont commencer une collaboration avec un commissariat, un petit commissariat suédois, avec des flics formidables. Et cette collaboration va continuer dans ces 3 livres, Bloc 46, Mort et Sang. Voilà. Alors, bonsoir Johanna, me demande Jérémy, quel est le but de vos conférences? Vous y parlez de quoi? En fait, au Royaume-Uni, nous avons beaucoup de rencontres avec... on le fait aussi beaucoup en France, mais bon, moi je le fais parce que bon, ben, je vis ici, je suis traduite en anglais. Et donc, on a des conférences où on va dans des librairies, où on va dans des bibliothèques. Et puis, eh bien, le bibliothécaire ou le libraire, eh bien, va en général nous poser des questions sur notre univers. Alors, parfois, on est mis en duo ou en trio avec d'autres auteurs avec qui on partage. Alors, soit parce que voilà, c'est des thrillers, au moins il y a un aspect historique dans mes romans, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Et du coup, eh bien, voilà, on fait ces conférences-là. Et puis, les festivals au Royaume-Uni aussi sont très, très différents. C'est-à-dire qu'en France, les essentiels des festivals, c'est vraiment, on est assis derrière notre table et on signe, comment dire, nos livres, on rencontre nos lecteurs. Des conférences, il y en a peu, parfois pas. Par contre, au Royaume-Uni, c'est complètement l'opposé. C'est-à-dire qu'il y a conférence après conférence. Donc, quand on est invité en tant qu'auteur à un festival, on va être invité sur plusieurs conférences avec des thématiques différentes. Il peut y avoir 4, 6 conférences. Et donc voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai des notes, parce que surtout... Mes bouquins sont en partie historiques, donc c'est des thématiques qui sont, qui sont assez denses, voilà. Comme dans Bloc 46, on est plongé dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale, du Bloc 46 qui était dans le camp de Buchenwald, le camp de concentration. Dans Mort, on est dans l'Angleterre victorienne, c'est le Londres de Jack l'Éventreur. Et puis dans le dernier, en date 100, on est dans la guerre civile espagnole. Voilà. Voilà. Et je vois qu'il y a Jérôme. Jérôme, je t'embrasse. Voilà, je ne sais pas si tu es de passage. Après René Manzor, j'enchaîne avec elle qui fait crier ses enfants. Oh, mais je t'embauche, Jérôme, viens les garder un peu dès que ce sera fini. Et c'est pas moi qui les fais crier, hein, je suis pas là. C'est pour ça peut-être qu'ils crient, parce qu'ils veulent leur formidable maman. Hein, c'est ça. On dit l'accent du sud de la France, j'ai le même accent, ben oui, mais j'ai rien perdu de chez moi. Je n'ai rien perdu de chez moi. Et la fameuse terre qu'on accroche à ses souliers, vous connaissez le poème de Miguel Zamacois, qui est dit par Fernandel. Ce formidable, on peut le retrouver, je suis sûre qu'on le retrouve sur YouTube. Moi j'ai grandi avec ce poème, le poème, comment dire, où on est fier de notre accent. Alors que me dis-tu Fanny? On sent dans tous tes livres l'immense travail de recherche que tu fais en amont de ton écriture. Un gros travail de recherche dans lequel je me perds pour mon plus grand plaisir. Enfin, pour moi, c'est la chose qui est très, très, très difficile à arrêter, quoi. C'est-à-dire que, eh bien, dans le dernier sens, c'est la guerre civile espagnole. Et dans le premier Bloc 46, c'est Buchenwald, dans le camp de concentration nazi, dont je parlais tout à l'heure. Et surtout que ça, on appelle ça un écho particulier pour moi, puisque c'est mon grand-père paternel, qui est un héros de la Seconde Guerre mondiale. C'était un résistant, bien entendu il est décédé maintenant, mais chevalier de la Légion d'honneur, qui a organisé la libération du camp de Buchenwald. Et donc l'idée pour moi d'écrire et d'écrire Bloc 46, donc le premier, elle est venue parce que j'avais envie d'écrire sur mon grand-père, sur son histoire, sur notre histoire, sur l'histoire de notre famille, parce que bon, voilà. Et
Et ce même grand-père d'ailleurs, c'est le grand-père dont je parle dans 100, voilà, 100 le dernier, parce que ce grand-père-là, avant de s'engager dans la résistance française, il a, eh bien, il s'est engagé dans les brigades internationales espagnoles pour aller se battre contre Franco. Franco, dont le dictateur espagnol, la guerre civile c'était entre 36 et 39. Voilà. Alors, Sarah me demande, ça t'est arrivé d'aller interroger un inspecteur de police ou une personne d'une autre profession pour approfondir tes recherches? Je suppose que c'est. Mais je suis allée, en fait, j'ai eu, pour Bloc 46, quand j'ai créé mon personnage, donc un de mes personnages principaux est Emily Roy, c'est une profileuse qui travaille pour Scotland Yard. Et en fait, j'ai contacté deux profileurs. Donc un qui était canadien, puisque Emily Roy est d'origine canadienne, qui s'appelait Carl Sisley et qui m'a énormément aidé en me répondant à mes questions. On a été en contact évidemment par email. Et ensuite un autre profileur, cette fois britannique, avec qui j'ai beaucoup plus correspondu parce qu'il m'a donné des bouquins à lire. Donc il s'appelait Lee Rainbow. Il m'a donné des bouquins à lire pour savoir quelles étaient les procédures comment on appelle ça, les procédures de ce qu'on appelle les BIA, parce que les profileurs sont appelés BIA au Royaume-Uni, Behavioral Investigative Advisors, voilà, pour me la péter un peu, c'est ça. Donc en fait, j'ai énormément correspondu avec ces gens-là, plus avec un technicien de scène de crime suédois qui s'appelait Lars Åke. Qui est en fait, pour la petite histoire, un très bon ami de l'oncle de mon mari, qui est gardien de prison. Donc voilà. Donc j'ai parlé à ces gens-là au début, donc pour Bloc 46, pour bien établir quel était le travail d'un profiler. Et voilà. Et ensuite, qui d'autre? J'ai été en contact avec un médecin légiste pour une des scènes de meurtre. Et après, avec des experts pour meurtre, j'ai été en contact avec des experts concernant Jack l'Éventreur. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que un de ces experts-là est mon traducteur en langue anglaise, dont Maxime Jakubowski, et Moati, évidemment, que j'adore. Alors, Jérémy me demande quelle est votre méthode d'écriture. Vous avez un plan? Oui, je ne jure que par les plans. Voilà, je ne jure que par les plans. Pour moi, c'est très très important d'avoir un plan. J'établis ce que j'appelle un squelette, c'est-à-dire que j'ai l'essentiel de mon histoire. Voilà, je sais où je vais, je sais qui a tué, quelque chose qui tient sur une page, un synopsis. Et puis, je me mets à faire mes recherches sur le passé. Qui me prennent énormément de temps, entre 4 et 6 mois. Et ensuite, j'établis mon histoire, mais vraiment chapitre par chapitre, scène par scène. Ce qui me prend pas mal de temps, en fait. Et ce squelette fait, en général, je me retrouve plus ou moins entre 80 et 90 chapitres, 90 scènes, comme je les appelle dans mon squelette. Qui alterne entre passé et présent, donc une enquête dans le passé, donc sur ces périodes historiques différentes, et une enquête dans le présent, puisque tous mes romans sont ancrés dans le présent. Il y a toujours une enquête contemporaine avec des crimes, pas forcément en série, mais des crimes et peut-être un tueur en série. Donc après, j'ai mes deux squelettes que je mélange en un, que j'intercale en fait. Et puis voilà, après commence le travail d'écriture qui dure aux alentours d'environ 4 mois. Voilà. Je n'ai jamais fonctionné sans plan, je n'ai jamais essayé, enfin si, pour les nouvelles. Voilà, pour les nouvelles, je fonctionne sans plan, j'ai un thème et puis je me lance, mais pas
pas pour les... J'ai vraiment besoin de savoir où je vais pour pouvoir laisser des indices à droite et à gauche. Oh, merci Fanny. Dit que ce découpage maintient superbement bien le suspense jusqu'à la fin de tes livres. J'essaie, oui, j'adore moi j'adore moi ne pas savoir qui a tué, pourquoi. J'aime bien les whodunit, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de personnages et puis on a les clés en tant que lecteur à la Agatha Christie, dont je suis une fan absolue, pour découvrir qui a tué. Mais on ne le devine, j'espère, qu'à la fin. Voilà. Florian, tu me dis dispo pour le Festival du Livre de Marseille en décembre 2020, pourquoi pas? En décembre, alors je sais que j'ai le Festival des Rêves Beaucourt pour lequel je suis engagée. Je crois que j'ai rien ailleurs, j'ai rien ailleurs en décembre. Je crois que j'ai que le 14 décembre, mais ce serait très volontiers. Non, elle est comme moi, elle n'est pas invitée. Non, c'est vrai, Jérôme, on n'est pas invité alors que c'est à côté de chez nous. En plus, moi, je passe Noël à Marseille cette année. Enfin, si on n'est toujours pas confiné et qu'il n'y a pas un autre virus ou un truc horrible qu'on nous sort d'un chapeau. Mais Marseille, moi, je passe Noël à Marseille cette année. Donc, je ne sais pas quand c'est. C'est quand ce festival enfin, quelle date parce que Jérôme, je crois que... Jérôme, toi, tu viens aussi, me semble, à Remboucourt. Une adaptation cinématographique de mes œuvres, pas cinématographique mais télé, oui. Les 3 bouquins en fait vont être adaptés par Alexandra Lamy, qui est coproductrice des adaptations avec Banijé et puis Banijé Productions et voilà, donc c'est ce qui est prévu. Ça devait être pour les 2 premiers bouquins. Maintenant, il y a les 3. Et puis, ça prend un temps fou, par contre. Moi qui bossais en télé, je le savais. Mais c'est vrai que là, d'être aux premières loges et de voir le temps que ça met pour choisir un réalisateur, et puis pour l'écriture, et puis avec enfin, Alexandra Lamy, ça me patiente autant que moi. Et pourtant, elle est du milieu, quoi. Donc, voilà, des questions. Sarah me demande, vas-tu continuer la série des 2 enquêtrices ou partir sur autre chose? Je vais continuer la série des 2 enquêtrices, mais pas pour le prochain. Voilà, le prochain, je sais pas si je commence une série, je pense. Oui, je commence une série. Je fais une pause avec Émilie Roy et Alexis Castells. Voilà. Elles reviendront parce que il y a la série et puis il faut que j'écrive et que j'ai plein de choses encore à dire pour Émilie et Alexis. Mais j'ai bien envie d'une petite respiration. Ouais, j'ai envie d'une petite respiration. Je vais vous emmener au Québec, voilà, sous la neige au Québec. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Comment réagissez-vous face aux critiques négatives? Les critiques négatives, c'est hyper douloureux en fait, honnêtement. Parce que c'est vrai qu'on met tellement de nous dans un bouquin, on y passe des nuits, on y passe des jours, on y met de son histoire, on y met son cœur, on s'expose. On s'expose parce que voilà, quand on met un produit, je dirais, parce que c'est un produit finalement qui est acheté, qui est consommé, certains qui parlent d'art, moi je pense qu'on est plutôt des artisans, mais bon, c'est quand même de la création, et c'est vrai que c'est douloureux, mais bon, c'est la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc... En général, je demande toujours pourquoi, ce qui n'a pas plu. Je me souviens, ça m'était arrivé pour Bloc 46, mais ça avait été très virulent. C'était quelqu'un qui m'avait accusé de faire de l'argent sur le dos des résistants. Je lui dis qu'il était... Enfin, surtout moi, qui avait bossé en plus pour ce livre-là avec l'association des déportés de Buchenwald et de Dora et Commando, avec qui j'ai fait un travail de mémoire sur le sujet. Donc me faire de l'argent sur le dos des déportés, non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est jamais agréable, des critiques négatives, on y met beaucoup, enfin, de nous, et puis moi c'est mon gagne-pain. Enfin, voilà, c'est mon métier, quoi, c'est devenu mon métier. Donc voilà, je sais que moi j'étais journaliste et je sais que j'ai toujours eu beaucoup de mal
à écrire, je m'occupais beaucoup de la page de culture, des films, comment ça s'appelle, films, bouquins, séries télé, et j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire des critiques négatives. Donc quand en fait il y avait un bouquin ou un film que je n'aimais pas, j'allais aux avant-premières pour évidemment écrire des critiques. Donc ce sont qu'on appelle ça, des projections qui sont réservées aux journalistes, qui sont bien en amont. Et bien, comme on avait un choix sur les pages des magazines pour lesquels je travaillais de présenter que par exemple 3 films pour la sortie et 2 livres par semaine, eh bien je ne mettais que ce que j'avais aimé. Voilà, j'avais pas envie de descendre, ça me fendait le cœur, comme on dit, de descendre le travail de certains. Voilà, j'avais beaucoup de mal. Donc voilà, je préférais ne pas en parler. Voilà, mais bien sûr que j'accepte. Alors attendez que je regarde, j'ai raté plein de trucs. Ouais, ça bug, j'ai vu. Non, ça bug. Je vais juste voir si je peux pas remettre... Recoucou, il y a eu un problème avec l'Angleterre qui ne me laissait plus me connecter, donc j'ai dû restarter un live, comme dit mon fils. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai enlevé le Wi-Fi qui posait des problèmes. C'est toujours un problème le soir. On est en surcharge depuis ce confinement, et donc ça se déconnecte. Et du coup, j'ai oublié les questions précédentes. Alors, il y avait une question sur... Qu'est-ce qu'il y avait comme... Oh, salut Christelle. Oh, c'est chouette. Il y avait une question sur le Québec. On me demandait tout à l'heure si je vous en... Oui, alors, je vous emmène au Québec. Je vous emmène au Québec pour le livre numéro 4, qui n'a pas encore de titre officiel et avec de nouveaux personnages, du coup. Et je vous emmène au Québec, mais ah oui, pardon, du coup, il faudra refaire un montage pour la rediffusion sur YouTube. Oui, j'ai plus rien eu, j'ai eu un écran noir, donc il a fallu que je me déconnecte. Donc voilà, je vous emmène au Québec pour le livre numéro 4 avec des nouveaux personnages. Bien évidemment, comme je vous disais, je n'abandonne pas Roy et Castel, qui sont toujours... là pour moi, dans mon cœur, dans ma chair même, dans mes tripes, mais j'ai besoin d'une respiration, et puis c'est lié aussi à ce qui va se passer pour la série un peu plus tard, voilà, la série télévisée, je veux dire. Et donc voilà, donc nous allons partir au Québec, dans un petit village qui s'appelle Lac-Clarence, où eh bien l'institutrice vient d'être retrouvée sur le porche, devant le porche de sa maison, enfin sous le porche de sa maison, bien complètement ensanglantée, les pieds nus dans la neige, et on retrouve en fait chez elle son mari qu'elle vient d'assassiner, enfin, on suppose qu'elle vient d'assassiner, voilà. Et cette affaire va avoir un lien avec quelque chose qui s'est passé sous la Belle Époque à Paris, au début du XXe siècle. Bonsoir Sarah. Oh Virginie, bonsoir. Et ce qu'il s'est passé à ce moment-là, c'est une famille d'aristocrates dont l'hôtel particulier brûle. Et après ce feu-là, leurs deux filles on ne retrouve pas leurs deux filles. Donc la mère eh bien, Lucienne décide de commencer à enquêter. Donc elle emploie les services d'un détective, et puis elle va commencer à aller voir des voyants, faire des tables tournantes. Voilà, et elle va aller du côté des sociétés secrètes, et puis des choses assez bizarres vont se passer. Donc voilà, mais je raconte pas tout, si vous savez, vous connaissez mes livres, hein, c'est l'histoire des tiroirs de Dali. Hein. Donc là, je vous ai ouvert juste un tiroir, je vous garantis. Alors Sarah me demande si c'est un endroit où je suis déjà allée au Canada. Oui. Donc Québec, oui, j'y suis allée. Je suis allée à Montréal et un peu aux alentours, mais mon idée est venue tout d'abord parce que Émilie Roy, donc mon personnage de la série Roy et Castel, est québécoise.
Et j'en ai beaucoup parlé avec mon deuxième traducteur en langue anglaise qui s'appelle David Wariner et qui est canadien. Et donc on a beaucoup parlé du Québec et du Canada et il m'a mis en relation avec une écrivaine qui s'appelle Roxane Bouchard qui en fait s'est retrouvée à être publiée par la même éditrice que moi ici au Royaume-Uni par Orenda. Et en fait, on s'est vraiment liés d'amitié. Et puis elle est québécoise et elle m'a beaucoup parlé. Donc elle écrit merveilleusement bien. Et elle m'a beaucoup parlé de son Québec où elle vit toujours. Et je me suis rendu compte que les Québec et la Catalogne, en fait, la Catalogne où mon grand-père est né, à Barcelone, ont énormément de similarités. Ce sont deux pays, deux cultures qui ont été oppressées. Et au Canada, le Canada a été oppressé par les Anglais. Et c'est une culture qui se revendique avec la langue française, donc avec un lien avec la francophonie, la France. Et ça m'a donné drôlement envie d'en parler. Moi, j'aime bien voyager avec mes bouquins. Voilà, moi j'aime bien voyager, donc de la Suède, maintenant je vous emmène au Québec. Voilà. Virginie dit les histoires à tiroir de Gustafsson. Newt, c'est ça. C'est ça. Moi, j'aime bien les histoires à tiroir. Puis je pense que la nature humaine, c'est ça. On a tous des tas de visages, non? Enfin, bon, on n'est pas... moi, je ne suis pas avec mon mari comme je vais être avec mes enfants, comme je vais être avec mon père, ou avec vous, ou avec mes amis. On a des... Oui, pas forcément des visages différents, mais des actions et des réactions différentes. Donc, on est plein de tiroirs, je dirais. Sarah, tu me dis, si je ne me trompe pas, tu as écrit un livre avec l'actrice de Plus belle la vie, Mélanie. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, Laetitia Milo. C'est comme ça que j'ai rencontré mon éditrice, celle qui est devenue mon agent aujourd'hui, qui s'appelle Lila Sebald, qui m'a publié, qui était directrice de collection chez Brajlon et qui a publié mes 3 premiers bouquins chez Brajlon. Et qui publie, qui va continuer. Là, elle a publié, mais elle ne va pas publier les prochains, mais ce sera mon agent. Donc, elle reste mon éditrice quand même. En fait, on a écrit avec Laetitia Milo un roman qui s'appelle On se retrouvera, qui est juste là. Je vais le trouver. Je vais vous retrouver, on se retrouvera. Voilà. Donc, il est là. Voilà, on se retrouvera. Qui a été adapté sur TF1. Hein. Ça a été un best-seller, ce bouquin. Il a été adapté sur TF1. Bon, l'adaptation, heureusement qu'il y avait un peu Laetitia pour la sauver, parce que, pardon, hein, ça commençait par une scène de t-shirt mouillé, sachant que c'est un livre qui parle de la quête du père, qui commence par une histoire très difficile, puisque l'héroïne cherche son père, et en fait, elle est le fruit d'un viol, cette héroïne. Donc, c'est l'histoire de la reconstruction d'une jeune femme à la suite d'un secret qu'elle découvre au moment où sa maman meurt. Donc voilà, c'est une quête identitaire en fait. Donc on a écrit ça, oui, avec Laetitia, mais en fait on s'était rencontrés parce que moi j'étais journaliste à la base. Et en général, on m'envoyait beaucoup faire des interviews comment on appelle ça, de célébrités étrangères, parce que je parlais anglais et espagnol. Et on m'avait envoyé aussi à Marseille, puisque je suis originaire de Marseille, que quand j'allais à Marseille, je pouvais dormir chez mes parents et voir ma famille. Et du coup, c'était moi qui allais dans les studios de Plus belle la vie, qui sont installés donc à Marseille. Et je me suis liée avec beaucoup de comédiens, de personnes des studios, et notamment avec Laetitia Milo. Parce que je faisais toutes les interviews liées à la série. J'avais un journal de Plus belle la vie que je publiais toutes les semaines. Et je l'ai rencontrée comme ça, voilà. Et on s'est liés d'amitié. On a fait une bio d'abord. J'ai écrit sa bio qui est parue chez Florent Massot. Ça avait fait un carton aussi. À la suite de ça, elle m'a dit j'aimerais bien qu'on retravaille ensemble. Et on a retravaillé ensemble chacune pour une raison différente.
C'est-à-dire que Laetitia, c'était pour changer de profil, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment envie et besoin de sortir de ce rôle de serveuse du Mistral, quoi, hein, et de montrer qu'elle avait un autre talent de comédienne, qu'elle pouvait vraiment faire dans le drame, qu'elle pouvait être quelqu'un d'autre, voilà. Donc j'ai écrit en fait, on se retrouvera en passant à elle, hein, le rôle de Margot, c'est vraiment, c'était écrit pour elle. Et moi, eh bien, j'avais envie d'être publiée, j'avais envie d'écrire une fiction, je ne savais pas encore quelle fiction, mais je savais que c'était très difficile, d'être publiée. Donc, eh bien, une productrice de séries séries littéraires à la télé m'avait dit, Johanna, utilise ton carnet d'adresses, commence par écrire une bio et puis ça t'ouvrira les portes d'une maison d'édition. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait avec Laetitia et on a commencé à écrire la bio et puis après, en écrivant cette fiction, donc on se retrouvera, ça m'a ouvert les portes de Fayard, où j'ai rencontré Fayard Noir, où j'ai rencontré Lila Seval, qui est maintenant devenue mon agent, voilà, qui a publié mes 3 premiers bouquins, voilà. Est-ce que ce n'est pas difficile d'écrire à 4 mains qui fait quoi? Pour On se retrouvera, j'ai fait la plupart du travail parce que Laetitia m'a donné le pitch de départ. Après, je lui ai envoyé ce que j'avais écrit et puis elle me disait, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait par exemple plus d'action là ou que j'en sais rien, ou que la scène d'amour soit différente, mais disons qu'elle le scénarisait plus et moi j'écrivais, quoi. Donc c'est un peu différent parce que c'est pas vraiment une écriture à 4 mains. Enfin, moi j'étais comment dire, l'auteur, l'écrivaine, et elle c'était la comédienne, donc c'était pas tout à fait à 4 mains, voilà. Mais c'est un projet qu'on a fait ensemble, voilà, et elle a porté ce projet, elle continue de porter ce projet, hein, puisque c'est des livres qu'on vend toujours et ça a été un grand succès. Adapté sur TF1, on a fait 7 millions sur TF1 à l'époque, juste en première diffusion, quoi. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Là, je sais pas où on en est. Voilà. Oh, mais Christelle qui me dit, ça me fait plaisir de passer un beau soir avec toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Christelle, dis donc. Ça fait très longtemps. Tous ces gens qu'on aurait dû voir à Quai du Polar. Encore difficile de réaliser que Quai du Polar n'a pas eu lieu. Voilà, c'est... Bonsoir ma sainteté littéraire. Oui, Sarah, un 4 mains, enfin un 4 mains comme je disais, voilà, c'est pas vraiment un 4 mains, mais c'est un projet à deux têtes, je dirais, voilà, à deux imaginations qui se confrontent. Je trouve ça très, très, très intéressant de bosser avec quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose que j'ai fait. J'aimerais bien pouvoir le faire sur un polar. Je pense que ça doit être absolument très enrichissant de le faire sur un polar. C'est vraiment quelque chose que quand j'aurai plus de temps, que j'aimerais faire. Là, avec les enfants qui grandissent, ce sera certainement plus facile de faire ça. Mais je veux dire, pour l'instant, bon, ben, c'est un livre tous les 2 ans pratiquement, parce que j'ai fait des enfants entre, et donc voilà. Comment travaillez-vous la psychologie de vos personnages? Ils ont une fiche au départ. Alors, en fait, pour mes personnages, alors moi, je travaille beaucoup avec mon papa, comment dire, qui est mon premier lecteur, à qui j'envoie mes chapitres et tout ça. Il faut savoir que je viens d'une famille de psychologues, c'est-à-dire que mon père est psychologue, ma sœur, qui est pourtant devenue photographe d'art, est psychologue à la base. Donc, la psychologie de mes personnages, moi j'ai baigné dans la psychologie depuis que je suis née. Enfin, les livres de Freud, c'est ce qu'on avait à la maison. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand je travaille mon squelette, c'est-à-dire les différentes étapes, les différentes scènes et chapitres de mon livre, je travaille aussi mes personnages, c'est-à-dire que je veux que mes personnages évoluent. Et d'ailleurs, ils sont mêlés à l'enquête, leur vie personnelle, et c'est toujours cette histoire de tiroir dont on parlait, donc je trouve ça très intéressant de créer des personnages. C'est tout aussi intéressant qu'une intrigue, parce que les personnages ont les mêmes tiroirs que l'intrigue. Donc
pour travailler cette psychologie, je rêve beaucoup. C'est-à-dire que voilà, je réfléchis aux personnages que moi j'aimerais trouver en tant que lectrice dans les bouquins, aux défauts qu'il fait bien voir, parce que c'est vrai que les personnages lisses, on n'en a pas envie, surtout dans du polar. Moi j'ai envie de voir des gens, pas forcément des gens alcoolos au dernier degré, hein, mais des gens qui se cherchent, qui peuvent se trouver parfois, qui ont des conflits avec eux-mêmes, avec leur famille, qui ont, comment dire, qui ont des casseroles, qui se traînent des casseroles, qui doivent fouiller dans leurs poubelles pour aller mieux. Voilà. Donc, mon papa, normalement, crée des petites fiches, mais qui sont plus des fiches signalétiques, parce que moi, j'ai beaucoup de choses en tête de ce côté-là. Aussi bien les recherches historiques, je fais des index thématiques. Mais par contre, pour les personnages, j'ai vraiment tout en tête. Donc, mon papa a créé pour la série Royer Castells des fiches signalétiques pour me rappeler leur année de naissance, leur lieu de année de naissance, lieu de naissance, quand tel personnage a rencontré tel personnage, voilà, des informations comme ça. Qu'est-ce qu'ils boivent? Plutôt thé, café? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils aiment au contraire manger? Parce que vous savez que je parle beaucoup de nourriture et que pour moi c'est important. Et puis surtout c'est important dans mes bouquins, puisque on est entre Londres et la Suède, et que la Suède, eh bien, ils ont une cuisine qui est très différente de la nôtre. Il n'y a pas vraiment de gastronomie d'inspiration suédoise. S'il y a une gastronomie, elle est inspirée, excusez-moi d'être chauvin, mais de notre formidable cuisine française ou européenne. Et voilà, donc on me dit, demande à Jérôme Loubry, travailler à quatre mains un polar, ce serait un polar terrible les deux ensemble. C'est vrai que ce serait vachement chouette, parce qu'avec Jérôme, d'abord on rigole beaucoup, je pense qu'on a exactement le même humour, c'est-à-dire qu'on n'a pas évolué depuis nos 15 ans en fait. Et je pense qu'on a le même humour décomplexé, et je pense que ce serait vachement chouette et ça me plairait beaucoup. Il faut que j'ai un peu plus de temps. Ouais, comme je disais, que les enfants grandissent pour avoir un peu plus de temps et arriver à faire 2 bouquins l'année, enfin de faire le mien, et puis après d'avoir quelque chose qui soit avec quelqu'un d'autre. Enfin, j'aimerais beaucoup, je trouve que c'est chouette. Depuis quel âge j'écris? Depuis pas longtemps, en fait. Bon, moi j'ai été journaliste pour la presse, ça a été mon premier job, hein, donc il y a très longtemps. Quand je suis sortie, j'ai fait droit, Sciences Po et une école de com. Je suis sortie de mon école de com, j'ai commencé à bosser en télé. Et puis après la télé, je suis devenue journaliste pour la presse. Donc de ce côté-là, j'écrivais. Mais la fiction, j'ai commencé le premier livre, je crois qu'il est sorti en 2012, il me semble, si je ne m'abuse, voire c'est 2010. Je me mélange parce que je sais très bien que la bio que j'avais écrite, je l'ai écrite en 2010, c'était l'année de mon mariage, je m'en souviens très bien. Donc j'ai commencé à écrire là, mais de la fiction c'était 2 ans après, 2-3 ans après. Mon premier livre, Bloc 46, est sorti en 2015, voilà, le mien. 2015, après mort c'était 2017, et puis après 100, 2019, voilà. C'est tous les 2 ans, donc ça fait pas longtemps, publié depuis 2015, donc ça fait 5 ans, voilà. Et celui-là a été sorti, je crois que c'était 2012-2013, ça doit être écrit là-dessus, mais il me semble que c'était, voilà, c'était 2013, celui-ci, on voulait te dire, voilà, je voulais te dire. Oh non, on se retrouvera, pardon, excusez-moi, je mélange avec la bio, voilà. On me dit, super cette collaboration avec mon papa, il est génial ton papa. Oui, mon papa, c'est... on a commencé à travailler comme ça, je sais même pas comment ça s'est fait. Je pense que c'était lié au fait que Bloc 46, le tout premier, parle de mon grand-père. Donc, j'ai commencé à automatiquement lui envoyer, puisque mon papa est un féru de polar, bon, de littérature en général, mais il adore les polars. Donc quand j'avais commencé à établir mon squelette, je lui ai envoyé. Et puis après, je lui ai envoyé chapitre par chapitre, et on a gardé ce rituel-là. C'est-à-dire que je lui envoie, dès que j'écris un chapitre, je lui envoie, il le critique, on en discute, et je discute évidemment de toute mon histoire, enfin
comment on appelle ça, de mon squelette, du synopsis, même avant, voilà. C'est hyper important. On me dit école de cuisine. Oh, la cuisine, non, je suis jamais allée en école de cuisine, mais j'ai une grand-mère avec qui je cuisinais beaucoup. Ma mère a toujours beaucoup cuisiné, même mon papa. Et là, en ayant 3 fils, c'est devenu un rituel de me mettre à faire de la cuisine parce que moi, j'aime pas trop jouer au Lego. Voilà, c'est pas mon truc. Moi, j'aime faire la lecture ou prendre des encyclopédies et leur apprendre des choses nouvelles. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est aussi cuisiner, c'est-à-dire que j'aime bien faire le pain, j'aime bien, mais c'est plutôt ce qui est pâtisserie et pain, hein. C'est-à-dire que, bon, évidemment, je sais très bien cuisiner, mais je prends moins de plaisir, je le fais parce que j'ai à faire, voilà. Quel est mon rituel d'écriture? Vous devez vous isoler, oui, voilà. Les recherches, non, je peux faire mes recherches et avoir du bruit, les relectures aussi, les relectures, je peux aller en café ou à Londres, je suis membre d'un club où je peux aller pour changer un peu de, comment dire, d'environnement. Et surtout qu'au début, quand j'ai écrit ça, les jumeaux étaient petits, c'était dur en journée, il y avait beaucoup de cris et je dormais pas beaucoup la nuit en plus. Mais en général, moi j'ai besoin de silence, c'est-à-dire que j'ai un bureau, c'est là où vous êtes, hein, c'est mon bureau, j'ai beaucoup de chance, on a un grand appartement, donc j'ai la chance d'avoir un bureau, une pièce à moi. Et en fait, ce que je fais, c'est que je m'occupe des enfants. Je me lève très tôt le matin, je fais mon sport. Après, je m'occupe, comme tout le monde, envie de la vaisselle. Je prépare le petit déjeuner, je réveille mon mari, me douche, et puis je m'occupe des enfants. Et puis, je commence à travailler à 9 h, vers 9 h à peu près. De 9 h, je dirais de 9 h à 15 h. Je ne prends pas de pause pour le déjeuner. Je me suis préparée en général la nourriture la veille et puis je me mets un plateau et je continue à travailler, je ne m'arrête pas. Et je m'arrête aux alentours de 15 h 30 plutôt quand mon grand rentre de l'école. Voilà. L'année qui s'est écoulée a été un peu différente puisque mon mari n'avait pas de travail, donc du coup il a pu beaucoup m'aider, ce qui a été génial parce que du coup jusqu'à l'apparition de ce virus, n'est-ce pas, parce que là maintenant nous avons trois enfants à la maison, mais c'était bien puisque du coup il pouvait emmener les enfants à l'école, et j'avais beaucoup plus de temps pour travailler. Voilà, donc j'ai beaucoup de chance d'avoir mon espace, quoi, hein, j'en suis consciente. Voilà, quand j'ai écrit je voulais te dire, on se retrouvera, je n'avais pas d'espace, mais là c'est vraiment formidable, on a cette chance-là. Qu'est-ce qu'on me demande? Une sortie en 2020? Non, pas de sortie en 2020, ça sera 2021 le prochain, je pense que ce sera l'automne même. Moi ça a été tous les 2 ans et après je vous promets que je ferai tous les ans, mais là en ayant eu des enfants aussi fréquemment et puis j'aime voyager aussi pour faire des festivals justement, pour partir à la rencontre de mes lecteurs et ça me plaît parce que je suis quelqu'un de très social, de très bavard comme vous pouvez le voir et j'ai vraiment besoin de partir rencontrer vous quoi, hein, ces gens qui partageaient mon univers, grâce à qui je peux écrire puisque sans lecteur il n'y a pas d'auteur. Et je fais ça dans toute l'Europe, quoi. J'avais même un voyage prévu au mois de juin là, à New York dans une librairie et j'avais on appelle ça une rencontre dans une librairie qui évidemment ne partirait pas. Mais je voyage beaucoup, donc j'aime prendre du temps pour être avec mes enfants. Donc entre le temps qu'il faut prendre pour être avec les enfants, puisque j'ai des journées assez courtes, quand je voyage, le week-end, en général, je ne vais pas travailler par exemple le vendredi ou le lundi ou parfois les deux pour pouvoir voir mes enfants. Donc, les journées d'écriture sont réduites et jusqu'à présent, travailler la nuit, je l'ai fait pour le dernier. Mais j'ai terminé dans un état pas possible parce que je dormais à peu près 3 heures. Voilà, je ne peux pas faire ça sur la durée puisque mes jumeaux ne dormaient pas encore. Ils étaient petits quand j'ai écrit ça, hein, très petits, ils avaient quelques mois. Donc... là, maintenant qu'ils grandissent, je vais pouvoir, peut-être un petit peu plus étirer sur la nuit, et voilà. Est-ce que j'allais écrire dans autre genre? Écoutez, j'en sais rien. Je pense, oui, parce que j'en suis, je dirais que je commence ma carrière littéraire, ou alors plutôt cette aventure-là qui est formidable d'écriture. Je vais certainement en avoir envie,
je pense qu'il y a d'autres histoires à raconter, donc je pense que ça viendra quand, j'en sais rien. C'est pas prévu pour l'instant parce que voilà, avec les contrats que j'ai, puis la série qui se profile, la série télévisée qui se profile, je pense pas que j'aurai le temps, mais certainement dans l'avenir, voilà. Qu'est-ce qui me plaît dans les salons? C'est les lecteurs, c'est les rencontres, pour moi c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, Virginie, j'adore. C'est vous rencontrer, tu vois, c'est la rencontre, enfin notre rencontre à nous, voilà, c'est des gens avec qui après tu restes en contact, c'est des coups de cœur, c'est... J'ai toujours dit, la vie n'est faite que de rencontres, ça a toujours été mon truc. J'ai beaucoup d'amis, j'aime prendre soin de mes amis. Pour moi, les amis sont la famille qu'on se choisit et les lecteurs, c'est un peu ça, c'est une famille finalement, parce que un livre, c'est très intime. On y met beaucoup de soi, donc on invite les lecteurs dans ce livre-là et les lecteurs vont s'y reconnaître. Depuis que j'écris, j'ai eu des messages extrêmement touchants de beaucoup de gens qui se retrouvaient dans un personnage ou qui me remerciaient parce que je traitais d'un problème. Dans On se retrouvera, ça avait commencé avec le viol, puis il y a aussi des problèmes, je parle de la pédophilie, je parle du droit des femmes, évidemment, du deuil, après dans des sujets un peu plus lourds, des guerres, de la résilience, de l'autisme, avec mon personnage qui est Aliénor Lindbergh, qui a fait énormément d'écho. Il y a eu beaucoup de gens qui ont aimé cette Aliénor Lindbergh, qui arrive dans ce livre-là, meurt, et qui reste dans le sang, évidemment. Hein. Elle devient un des personnages principaux, Aliénor. Et c'est ça qui est formidable, voilà. C'est tout cet échange et ces nouvelles amitiés qui se lient, ces connaissances, ces coups de cœur avec des lecteurs, des blogueurs. Bon, les blogueurs sont des lecteurs. Les blogueurs à qui je dois d'ailleurs le succès de mes livres parce que j'ai été défendue becs et ongles par eux. Et puis la reconnaissance de la presse est venue après. Enfin, il y a 2 journalistes à qui je dois beaucoup. Il y a Michel Dufrane, belge, qui a été le premier à parler de Bloc 46 à la télévision belge, enfin le premier à parler de Bloc 46 à la télévision et en tant que journaliste, et en plus à la télévision belge sur le 6-8. Et aussi Nicolas Lefort, un libraire, donc il n'est pas journaliste, mais il avait fait une chronique, il avait un gros coup de cœur sur Bloc 46, chronique qui était passée à Télématin. Voilà, donc évidemment, voilà, c'est le succès, le fait que je peux vivre de mes livres, je le dois à vous, lecteurs, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est dur, parce que j'avais mon mari regardait mon site l'autre jour, il me disait, mon Dieu, mais tous les déplacements que tu avais, je dis, je sais. Et moi, pour moi, c'est des respirations, ces déplacements. Les gens me disent, oh, tes enfants ne te manquent pas. Non. Je suis toujours contente de revenir, mais je suis contente d'aller voir mes lecteurs, et puis mes collègues. Il y a des gens qui sont devenus des amis, voilà, des amis, quoi, des amis, des auteurs comme moi, des libraires, des blogueurs qui sont devenus des amis. Et en général, on se voit que sur les salons, donc pour moi, voilà, c'est formidable, c'est formidable. Et oui, c'est du travail parce que c'est du temps loin de la famille. Parce que bien on vend des livres, voilà, mais c'est pour moi, c'est un travail passion, quoi, ça c'est certain. Je fais défiler les questions, il y en a que j'ai pas vu. Ton mari sait à l'avance ce que tu vas écrire? Non, je discute peu avec mon mari de mes livres, parce que tout d'abord, ce n'est pas un fan de fiction. Ce n'est pas quelqu'un qui lit de la fiction, qui lit des polars, c'est quelqu'un qui lit des biographies, qui lit des témoignages politiques, voilà, il ne lit pas du tout de fiction. Donc, je ne parle pas de mes livres avec lui. Il sait juste que je travaille, voilà, et que je travaille sur un polar, ce qui a été le cas jusqu'à présent, ou que je travaille ou sur un livre ou sur une nouvelle. Mais il ne connaît aucun des détails. Et oui, il a lu mes livres parce qu'il les lit en anglais. Voilà. Et là, en plus, le dernier 100 a été traduit en anglais et a été publié en anglais avant la publication française. Voilà.
Donc il a lu, voilà, donc il a lu et il aime beaucoup, mais il a pas, comment dire, c'est rigolo parce qu'il reconnaît son pays, parce qu'il me reconnaît, parce que, mais c'est très très drôle, c'est drôle. C'est drôle parce qu'il y a ses collègues, certains collègues qui m'avaient lu, qui ne savaient pas que c'était le même Gustafsson, enfin que j'étais sa femme. Et qui en plaisantant lui avait dit ah je connais une Gustafsson, et maintenant il disait ma femme, donc ça c'était hyper drôle. Donc après il y a des collègues qui lui envoient des messages en lui disant oh j'ai vu la scène de cul dans ce truc là Gustafsson, donc voilà c'est rigolo, c'est rigolo. Et alors qu'est-ce qu'on me dit je rêve d'un atelier d'écriture cuisine organisé par la chef Gustafsson. Ah, j'ai jamais pensé, c'est vrai Virginie, tu vois, j'y pensais l'autre jour, parce qu'en fait on m'a demandé, là au Royaume-Uni, ça fait la 2e année où on me demande de modérer des rencontres d'auteurs, et je refuse toujours. Parce que modérer, être modérateur, ça prend énormément de temps, on doit lire des livres, et même si je suis très à l'aise en anglais, je ne connais pas je ne connais absolument pas tous les auteurs qui existent ici. Je lis peu de polars, et surtout maintenant en plus, peu de polars britanniques et tout ça, donc j'aurais l'impression de vraiment pas être à la hauteur. Mais en fait, je ne sais pas si pourtant je suis très pédagogue, je suis très très pédagogue. J'ai une maman institutrice et je le vois avec mon fils, je suis très pédagogue, mais je sais pas si j'aurai comment dire, le niveau quelque part pour enseigner, enfin voilà, pour enseigner, pour donner les trucs, voilà, parce que voilà, mais je pense que ce serait vachement sympa, c'est vrai, ça fait partie des choses que j'aimerais faire dès que j'aurai un peu plus de temps. Et cuisine, c'est vrai que ce que j'aimerais bien faire, par contre, c'est un livre de cuisine, avec des cuisines simples pour les gens comme moi qui n'ont pas le temps, mais qui aiment bien manger et qui ont envie de faire, alors moi ce sera plutôt pâtisserie, pain et tout ça, mais qui ont envie de faire des choses simples, où on n'a pas à mesurer le beurre au gramme près. Parce que même si quand je fais la pâtisserie, c'est ce que j'aime beaucoup faire, j'aime bien la pâtisserie précise et voilà, mais en ayant les enfants à côté qui vont mettre la main dans la farine, qui vont m'en mettre partout et tout, le truc à 85 grammes de chocolat ça passe pas, hein. Donc voilà, mais c'est vrai que ce serait sympa, on m'en parle depuis un moment. Je pense que c'est à force de voir défiler mon pain et tout ça, le pain que j'ai fait là, les crêpes, les pancakes, enfin tout ce que je fais avec mes fils, les biscuits, les gâteaux, c'est vrai que pour le goûter, ils ont toujours à la maison ou des biscuits que je fais maison ou un gâteau, puis j'ai toujours du pain frais, je n'achète plus de pain, je fais mon muesli. Donc j'ai plein de petites recettes comme ça que j'ai inventé ou que j'ai adapté, que je pourrais partager. Je voulais le faire sur Instagram, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'arrive juste à avoir le temps de mettre les photos et j'ai pas le temps de taper toutes les recettes donc faudrait que je m'y colle, ce serait vachement sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit que je pourrais animer par contre un atelier d'écriture. Bah oui, en effet. Animer un atelier d'écriture, ouais, oui, c'est ce que je disais, j'aimerais bien. Alors, Sarah me demande des nouvelles, vous avez écrit dans un recueil, dans plein. Alors, attendez, je vais récupérer ces nouvelles, elles sont juste derrière moi, normalement. J'ai ça, bon, ça c'est en anglais, ça vous est égal. J'espère que j'en oublie pas. Alors, bon, L'Amour c'est, vous connaissez L'Amour c'est, ce formidable bouquin, cette initiative de Jacob, c'est génial, génial. C'est des citations sur l'amour, hein. Après, on a Phobia. Phobia, qui a été organisé par ce formidable Damien Eleonori, avec tous ces auteurs, mes collègues qui sont... C'est un très très beau recueil sur les phobies. En fait, le thème c'est la phobie, ça porte bien son nom. Et en fait, c'est reversé, enfin l'argent a été reversé, donc c'est un livre acheté, 1 € reversé à l'association Ella. Voilà, l'association Ella contre les logodystropies qui
qui est celle de Zidane, voilà, ceux qui connaissent. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, mais ça, je ne l'ai je ne l'ai qu'en espagnol, parce que je n'ai pas la version française. On a fait ça avec le festival Toulouse Polar Sud, Luces Negras, celui-ci s'appelle. Et en français, c'est Lumière noire sur la ville, je pense. Voilà, il doit m'en manquer un, je pense. Je regarde derrière, mais... Et on voit, est-ce qu'on voit là? Je ne sais pas si on le voit. Le 14e prix, je l'ai mis là, je le vois. Découvre mon 14e prix marseillais du polar que j'ai gagné quand j'étais encore enceinte de mes garçons. Voilà, donc des nouvelles, oui, il y en a pas mal. Alors, écoutez, oui, je suis dans Écouter le noir. Alors, c'est Regarder le noir, moi. C'est Regarder le noir. Celui qui va sortir, je crois, au mois de mai, qui a été organisé sous la direction de Yvan. Yvan, donc, qui s'occupe de Blog Émotion. Voilà. C'est qui Zidane? Alors là, Zidane, je sais pas. Peut-être un joueur de foot. En même temps, je suis pas sûre. Hein, moi et le foot, bon, ça doit être ça, non? Il est peut-être de Marseille, même Zidane. Alors, Amandine qui me dit, j'ai toujours du mal à faire. Qui me dit, je suis ravie de te revoir depuis le festival et j'arrive pas à faire dérouler parce que mon écran fait des caprices depuis. Alors, je sais pas quel festival on s'est vu, Amandine. Vous avez pris le live en cours de route, c'est pas grave. C'est pas grave, je peux toujours répéter les choses, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a plein de choses que j'ai ratées. Oh, il y a Gilliane. Bonjour Gilliane. Formidable. Des conseils à donner pour devenir journaliste, on me dit. Alors, moi, ça fait tellement longtemps. J'étais journaliste il y a... mon Dieu, j'ai commencé il y a 15 ans de ça. Je sais qu'à l'époque, sortir d'une école de journaliste était assez important pour pouvoir faire le bon choix. Je ne sais pas comment va le journalisme aujourd'hui ou la presse. Je pense que la télé va bien. Le journalisme multimédia aussi. Maintenant, j'aurais du mal à vous dire par où passer et comment faire. Je serais incapable parce que je suis devenue trop vieille, parce que je pense que ça a beaucoup changé, parce que mes amis et mes anciens confrères font les choses différemment, ou alors ils travaillent pour des supports qui sont extrêmement connus. Donc je suis mal placée en fait pour vous donner des conseils. Je risquerais de dire des bêtises ou des choses qui ne fonctionnent plus maintenant, voilà. Donc voilà quoi. Après, j'ai beaucoup d'amis qui sont avec qui certainement je pourrais vous mettre en contact, mais ce sont des gens qui mon Dieu, je suis vieille, des gens qui ne travaillent plus forcément dans la profession, qui l'étaient, qui connaissent peut-être pas le milieu aussi bien que ça, voilà. À Mulhouse, ah voilà, le festival sans nom. Bonjour Amandine, d'accord, on s'était rencontrés là-bas. Bonjour, enfin bonsoir plutôt, bonsoir, il fait tout nuit maintenant, il n'y a plus de ciel bleu. Je voulais savoir si tu lis d'autres genres que le polar. En fait, je lis essentiellement de la blanche, même si j'aime pas trop blanche, noire et tout ça, mais oui, surtout parce que je passe beaucoup de temps à faire mes recherches. Parce que mes livres sont en partie historiques, donc le premier se passe donc de nos jours entre la Suède et Londres, mais en partie dans le camp de concentration de Buchenwald en 1944. Le deuxième se passe dans l'Angleterre victorienne, dans le Londres de Jack l'Éventreur. Et le troisième, a lieu, je vais remontrer les couvertures du coup, se passe en partie dans l'Espagne de Franco, l'Espagne de la guerre civile. Moi je remonte, donc ça c'est 100, meurt, et bloc 46. Donc pour tous ces livres-là, j'ai besoin de je fais énormément de recherches, voilà. Ça c'est mon passé de journaliste et des recherches très pointilleuses et pointues. Et donc là je regarde parce que c'est derrière que j'ai les recherches
du moment, qui sont liés donc au livre numéro 4 que je suis en train d'écrire. Et donc voilà, j'ai des livres, j'ai le livre de Michel Vinocq sur la Belle Époque, donc des livres d'histoire, un livre de Huysmans qui est sur le spiritisme. J'ai le Bal des Folles de Victoria Mas, même si ça c'est un peu plus tôt que la période que moi sur laquelle je travaille, livre sur Charcot. Et puis j'ai des livres d'histoire, beaucoup de livres d'histoire sur le Paris de la Belle Époque, sur les passages de la Belle Époque. J'ai les cafés, les restaurants, les sociétés secrètes, le Paris occulte, voilà. Et les Français sous la Belle Époque. Donc voilà, voilà. Et donc je lis beaucoup de livres. Beaucoup de livres de thrillers, de littérature blanche autre que le polar. Virginie, tu me dis, as-tu des auteurs anglais de littérature contemporaine à nous conseiller? Faudrait que je cherche. Parce que non, j'en lis, tu vois, j'en lis pas. Et je sais qu'il y en a plein d'excellents. Le problème, c'est que j'en connais beaucoup qui sont très bons mais qui ne sont pas traduits. Virginie, tu lirais en anglais ou pas, du coup? Si tu lis en anglais, j'ai des confrères qui écrivent. J'ai une consoeur qui s'appelle Louise Beach et qui écrit, oh là là, elle écrit des romans. Elle passe du thriller psychologique au roman d'amour gay et elle fait des choses, mais c'est sublime. Vraiment, c'est très beau. Elle est éditée chez Oranda. Mais non, là je regarde parce que je reçois beaucoup de livres en fait. Je regarde si on m'a pas envoyé. Mais en général, je les donne. Vous savez, au Royaume-Uni, il y a beaucoup de. Enfin, dans la rue, il y a des magasins qui vendent en fait pour les œuvres de charité. C'est-à-dire que donc il y a un magasin qui va vendre où on va en fait, si vous voulez déposer nos vieux habits, c'est comme des banques en fait, où on va des banques de vêtements et d'objets, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on n'utilise plus, on le dépose et eux en fait le vendent et les bénéfices vont par exemple à une association qui aide les gens qui sont malades du cancer, une autre pour les enfants malades, une autre pour le rire médecin, voilà, donc il y a plein de magasins, mais vraiment des magasins, donc les gens vont acheter dans ces magasins de tout, hein, des livres, donc moi je donne beaucoup de ces livres-là parce que comme ils sont neufs, ils peuvent en tirer un bon prix, donc voilà, et je regarde là, mais hors thriller, non, je crois que je reçois essentiellement des thrillers et j'ai personne en tête. Il faudrait que je me renseigne, mais ça je pourrais me renseigner par contre, parce que je sais que mes collègues, si tu me dis dans quel tu me dis Google Translate, lit. Si tu me dis vraiment dans quel style t'aimerais lire, si tu veux du feel good ou voilà, je peux essayer de me renseigner, voir s'ils sont traduits et puis s'ils ne le sont pas, voilà quoi. Ouais, voilà. Je réfléchis en même temps, mais c'est-à-dire que je ne sais pas si ces gens sont traduits. Littérature blanche anglaise, ouais. Donc il faudra que je me renseigne. Et je pense qu'il y a pas mal de trucs qui ne seront pas forcément traduits, tu vois, en littérature blanche anglaise. Mais je sais qu'il y a de très belles choses. Bon, je suppose que de toute façon, Virginie, tu lis, mais ça c'est plus polar de toute façon, mais tu lis R.J. Ellory, tu dois lire déjà. Parce que ça, bon, c'est polar en même temps, c'est plus un raconteur d'histoire, c'est un conteur, R.J. Je regarde si j'ai rien là qui me fait dire le contraire, mais non. C'est des gens, non. Je regarderai, je demanderai. Alors, est-ce que je peux rappeler l'ordre dans lequel lire mes livres? Alors, mes livres sont... ce sont des enquêtes qui sont complètement indépendantes. Donc, vraiment... on n'a pas besoin de les lire dans un certain ordre parce que le premier, bon, le 46, tout se passe en fait entre la Suède et Londres. Le premier bloc 46 se passe aussi, l'histoire du passé est ancrée dans la Seconde Guerre mondiale et le camp nazi et les expérimentations médicales du bloc 46 qui existaient vraiment. Le deuxième, ça se passe dans le Londres de Jack l'Éventreur et on est évidemment avec Jack mais aussi avec ses victimes.
Et puis ensuite, on a 100 qui se passe pendant la guerre civile espagnole. Donc, pour ceux qui sont amoureux des personnages et qui ont envie de suivre leur évolution, je dirais de commencer donc par bloc, de suivre par meurt et de terminer par 100. Mais je sais que par exemple, beaucoup au Royaume-Uni, des gens ont commencé par meurt, qui s'appelle Keeper ici, puisque c'est Jack l'Éventreur et qui sont fous de Jack l'Éventreur et qu'ils étaient ravis d'avoir un bouquin qui parle des victimes de Jack et puis écrit par quelqu'un qui n'est pas britannique aussi, ça les intéressait. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une des victimes de Jack l'Éventreur, était suédoise et qu'elle est née à Torslanda, qui est un petit village et qui est tout près de Falkenberg, où mes personnages ont lieu, où mes personnages, d'où mes personnages sont originaires. Voilà. Donc ça dépend, mais bon, si vous voulez vraiment suivre depuis le début, je rappelle qui a été, quels sont les liens entre les personnages et tout ça. Et Gilliane dit, c'est son grand chouchou Hélory, j'adore Roger Hélory, c'est quelqu'un qui m'a énormément soutenue. On est devenus amis à la sortie de Bloc 46, et d'ailleurs il est sur la couverture de Meurt, hein, il a dit, RJ, donc imaginez le truc pour moi, enfin ce que ça représentait, il a dit un écrivain audacieux et bourré de talent, en me parlant de moi, de ma toute petite personne. C'est un homme formidable, avec un très grand cœur. Il est brillant, mais il est brillant dans tout ce qu'il entreprend. C'est ça qui est incroyable. Il se met à apprendre la guitare, il est brillant, il se met à faire de la photo, il est brillant. Voilà, c'est quelqu'un qui est d'une générosité, d'une vérité, d'une authenticité formidable. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, toi qui aimes écrire des romans où alterne passé, présent, imagine-tu un roman présent, futur? Oh, c'est ce qu'on me disait la dernière fois. J'ai jamais fait ou de dystopie ou de c'est très possible, j'y ai pensé pour un autre projet, c'est quelque chose que je me disais ce serait sympa, mais c'est vraiment, j'aurais vraiment besoin d'avoir ce temps là pour me poser et mais voilà, donc c'est une idée qui trotte. On me parlait aussi d'écrire de la young adult, ce qui me dystopie, un truc de ce genre là, ça me tenterait bien, et tout le monde réagit à RJ et Laurie. Plus il est là au mois de mai, je lis là, Florian dit, ne ratez pas ce live au mois de mai, il est formidable, et d'une grande générosité, voilà, quelqu'un qui a un talent pareil, qui est aussi populaire et reconnu, et qui a gardé cette simplicité. C'est génial. Oh Fanny, mettez un cœur, tu me dis RJ a raison, tu es bourré de talent, mettez un cœur. J'ai juste de la chance d'avoir été publiée, je pense, voilà, d'avoir eu des gens sur mon chemin qui ont cru en moi, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs de talent, voilà, et qu'on peut être publié, mais il y en a beaucoup qui le méritent, voilà. Donc c'est important de croire en soi, voilà, d'accepter les critiques aussi, puisque c'est avec ça qu'on évolue, et puis voilà. Donc, connais-tu les livres de Jussi Adler-Olsen? Oui, et puis je dois en avoir là. Enfin, j'en ai peut-être passé à mon papa, mais j'en ai forcément là. J'aime beaucoup Jussi Adler-Olsen. Et j'aime beaucoup aussi l'adaptation qui a été faite de ses bouquins, les adaptations danoises, hein, puisqu'il est danois, de ses bouquins. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en France. C'est département quelque chose. Ici, c'est département K, je crois. Non, département, ah voilà, c'est ça. Ici, c'est département Q, ce qu'on ne pouvait pas faire en France, le Q. Voilà. Je sais pas, ça s'appelle département S, département, je sais plus, mais c'est des adaptations danoises qui sont excellentes. Et les acteurs sont les enquêtes du département V. Merci Xavier. Je doutais département V à cause de la série, mais les acteurs sont assez rigolos, parce que avec mon mari, enfin là j'ai vraiment plus le temps, mais avec mon mari on regarde beaucoup évidemment de séries scandinaves.
Je trouve qu'elles sont très bien faites et les acteurs sont excellents. Mais le Danemark, c'est 4,5 millions, je crois, de personnes. Donc imaginez ça, c'est la moitié de la population de Londres. Donc les comédiens, il n'y en a pas beaucoup et ils font beaucoup de productions ciné et télé. Donc on revoit toujours les mêmes, quoi. Donc c'est rigolo. Donc c'est des acteurs que je revois très souvent, mais c'est des acteurs qui sont excellents. Excellents. Et moi j'ai un plaisir fou à voir en plus, en tant qu'auteur, à voir comme ces livres, combien ces livres ont été magnifiquement adaptés. Vraiment, ouais, c'est ça Xavier. Dit elles sont magnifiques, c'est vraiment ça. Super bien adapté. Ah Fanny, tu me dis Meurtre à Sandam, ça c'est Vivek Casten. Je n'ai jamais vu Meurtre à Sandam. Il faudrait que je vois si ça n'existe pas sur Netflix ou quoi ici. Parce que j'ai vu aucune de ces adaptations par contre. Ah, tu me disais que les livres étaient formidables. D'accord, pardon Xavier. Que les livres de Justin Adler, ah oui, j'adore. Je trouve que c'est avec Mankell, Jussi Adler-Olsen, vraiment dans les écrivains scandinaves que j'aime beaucoup. Mais les enquêtes du département D, j'ai vraiment bien accroché. J'apprécie voilà, les adaptations qui sont fidèles, mais surtout bien faites, bien menées. Voilà. Ah, tu dis, Fanny, que ça existe en DVD, les Vivek Casten. Il faudrait que je regarde, oui. Parce que j'ai lu et j'ai bien aimé ces personnages aussi. Mais j'ai lu il y a un moment, je dois en avoir là d'ailleurs. Avec mes livres. J'ai évidemment les Joe Nesbo. Hein. Voilà, les Joe Nesbo. Alors, as-tu vu Borgen, la série? Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Non plus Holst, voilà, non. Alors attends, tu me dis les livres d'Anne Vibeke Holst. C'est pas une comédienne elle aussi, Anne Vibeke Holst. Elle joue dans Borgen, non? C'est pas ça? Ce me semble, Sarah. Enfin, je doute. Ce me semble. Elisa Garner, bien sûr que je connais Elisa Garner, j'adore Elisa Garner. J'en ai lu un que j'ai complètement oublié, mais dont j'ai oublié le titre, mais je l'ai lu en anglais, que j'ai trouvé génial, qui a été publié il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvé très très bien. Alors, tu aimerais enregistrer en audio un de tes livres? Non, à cause de mon accent, parce que mon accent marseillais, alors il faudrait que ce soit un personnage qui a un accent. À cause de mes livres, je ne le ferai pas. Pourtant, je veux dire, j'ai une formation de comédienne aussi. J'ai fait le cours Florent. Enfin, je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé, puisqu'après, je suis partie avec mon professeur du cours Florent qui a monté son école. Mais j'ai été sur les planches à Paris, au théâtre Galabru. On avait remonté Cuisine et Dépendance avec, je dirais, mon frère de cœur, mon meilleur ami, qui est le petit-fils Fernandel, qui a été monté, moi, à mon mariage aussi. Voilà, si vous voulez connaître toute l'histoire. Mais non, j'aurais du mal à entendre ma voix, je pense. Donc, ouais. La série suédo-danoise Brun. Ah, Brun, c'est génial. Brun, c'est les comédiens, surtout, je crois que c'est la troisième saison. C'est la deuxième ou la troisième où il y a ce nouveau personnage quand le flic part. Le flic il se retrouve enfin voilà, bref, il part. Pour ceux qui n'ont pas vu comment on appelle ça, la série, je vais rien dire. Mais il y a un nouveau flic qui arrive que j'ai trouvé formidable. Donc qu'est-ce qu'on me dit? Ah voilà, tu me dis, je sais pas, mais elle a écrit les 3 livres que je t'ai mis, l'héritière, tout ça. Faudrait que je vérifie parce que son nom, je me demande si c'est pas la comédienne de Borgen. Parce que son nom a circulé pour la série qui doit se monter pour mes bouquins, donc en tant que comédienne, quoi. Donc, alors tu peux au moins nous dire comment se prononcent les noms de tes personnages. Allez, on va rigoler en suédois avec mon accent marseillais. Tu es prêt? Donc bon, ça va. Émilie Roy, Émilie Roy, hein, Alexis Castells, on est bon. Après, nous avons donc Lennart Bergström. C'est comme ça qu'on devait le prononcer. Et vraiment à la suédoise, ça devrait dire Bergström.
parce que le G est un G doux qui se prononce comme un I. Après, qui on a? On a Christian Olofsson, ça c'est facile. On a Stellan Eklund, voilà. Et normalement, Falkenberg ne devrait pas se dire Falkenberg. On devrait dire Falkenberry. Falkenberry, voilà. Pardon. Donc, est-ce que j'oublie des personnages? Est-ce que, honte de moi, j'oublie des personnages? Mais je ne pense pas. Alors, il sort quand mon prochain livre, Ce qui se passe au Québec? Ça sera automne 2021. Voilà, ce ne sera pas avant. Donc, c'est ça. Donc, Florian, tu me dis, le dernier de Lisa Garner, c'est ça? C'est juste derrière moi. Est-ce que c'est ça? C'est l'histoire, celui que j'ai lu, c'était l'histoire d'une famille qui se fait, qu'on retrouve massacrée. Voilà, et on se demande si ce n'est pas le père qui les a tués. Ça commence comme ça. Voilà. Putain, mais ça me trotte ce que tu m'as dit, Sarah. Faudra que je vérifie il me semble que la comment on appelle ça, que la comédienne est aussi écrivaine. Voilà. Pourquoi si loin? Tu veux dire si loin en date, Fanny? Parce qu'en fait, il faut que je l'écrive et que je ne l'aurai pas écrit avant la fin de cette année-là. Donc, il ne pourra sortir que l'année prochaine. Et je pense que le printemps, ça sera trop tôt parce qu'il y a beaucoup de sorties de livres qui vont être décalées à cause de ce qui se passe là avec le coronavirus. Il y a beaucoup de sorties de livres qui vont être décalées, beaucoup de maisons d'édition qui vont sortir moins de livres aussi. Voilà, donc c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Et puis moi j'aime si je peux prendre mon temps pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Puis j'ai beaucoup été pressée pour écrire les 3 derniers parce que j'étais en retard à cause des voyages, des nuits sans sommeil, de tout ce qu'il y avait, quoi. Voilà. Donc Virginie, tu me demandes l'étude de la poésie, mais grave. mais j'ai mon livre préféré, ce n'est pas de la poésie, c'est du théâtre, mais c'est de la poésie. C'est Cyrano de Bergerac de Rostand, qui pour moi est le plus grand chef-d'œuvre de littérature. C'est un travail d'orfèvre, c'est sublime. Voilà, ton nom est dans mon cœur comme dans un gros lot, Roxane. Et tout le temps quand il sonne, comment c'est tout le temps quand il sonne, Roxane, je frissonne. Bon, le gros lot sonne, le gros lot sonne et quelque chose comme ça. Mon Dieu, il faudrait que je le retrouve. Mais de la poésie, regarde, j'en ai plein de la poésie là. Je suis une grande fanatique de Baudelaire. J'ai lu très très tôt, préadolescente, les Baudelaire, les Rimbaud. Et j'ai essayé d'imiter le style des poètes. D'ailleurs, c'est ce que j'ai commencé à écrire quand j'étais très petite. J'écrivais de la poésie. Je m'essayais à la poésie, hein. C'était vraiment mon truc en imitant Baudelaire, en imitant Rimbaud, lequel j'ai là, parce que j'en ai beaucoup, ils sont restés dans ma bibliothèque chez mes parents. Mais évidemment Verlaine, Apollinaire, je les ai là, ils sont là, les poètes. Et puis après là, il m'en manque pas mal. Et puis j'ai des vieux livres aussi, regardez, je vais vous montrer juste des livres. Les tout vieux, parce que moi j'ai toujours acheté mes livres chez les comment on appelle ça, chez les bouquinistes parce que j'avais pas, on ne roulait pas sur l'or, hein, et du coup moi qui consommais beaucoup en tant que lectrice, j'allais chez un bouquiniste qui existe toujours à Aubagne où je vivais avec mes parents, qui s'appelait Les Livres d'Aubagne. C'est là où j'ai acheté tous mes Agatha Christie d'ailleurs. Qu'est-ce que tu me demandes? Et lis-tu les haïkus? Je ne sais pas ce que c'est ça, Virginie. Alors là, il va falloir que tu m'apprennes parce que je me sens illettrée, je ne connais pas du tout. Il faudrait que je recherche. Ah, Sarah, tu es allée voir sur... D'accord, donc... Là, d'accord, alors elle doit avoir un nom similaire, cette comédienne. Virginie, tu me dis pareil, j'ai connu la littérature grâce à Emmaüs. Ben voilà, moi c'était pareil. Ma mère m'a mis entre les mains la mystérieuse affaire de Styles. Je suis tombée amoureuse de Poirot, j'avais 8 ans. Et en fait,
ça a commencé comme ça. Après, il a fallu que je lise tous les Agatha Christie. Et comme il y en a plus de 80, ben, je suis allée les acheter à 1 franc ou 50 centimes pour les plus abîmés chez ce bouquiniste d'Aubagne. Voilà, les haïkus, c'est japonais. Oui, j'avais compris. Je supposais que c'était asiatique. J'aurais pas dit que c'était japonais. Mais des poèmes japonais très courts, non, pas du tout. Pas du tout, je connais pas. Il faudra vraiment que j'aime beaucoup lire la poésie. Parce que c'est quelque chose qui nous transporte en 2 secondes. En 2 secondes, on est ailleurs. J'ai un collègue écossais qui s'appelle Michael J. Malone et qui écrit des thrillers psychologiques, mais qui à la base c'est un poète et qui est un poète publié, reconnu. Michael J. Malone, il s'appelle. Et il m'a fait lire beaucoup de ses poèmes. C'est devenu un très bon ami. Et quand je faisais une tournée au Royaume-Uni cette année, au mois de février, juste avant que cette folie ne commence, on était dans un bus, puisqu'on a voyagé dans un bus, beaucoup d'auteurs, et on faisait une tournée tous ensemble au Royaume-Uni, on était 14-15. Et Michael me montrait des photos qu'il avait inspirées. Alors par exemple, il pouvait passer voir une sculpture, et il me montrait la photo. Et ensuite, il me lisait, il me faisait lire ses notes, c'est-à-dire les premiers mots qui jaillissaient, je dirais, de cette photo-là. Et après, le poème qu'il avait créé. Donc, je trouve ça absolument formidable. Formidable, formidable. Donc voilà, ça me donne envie de me replonger dans Cyrano de Bergerac, mais c'est rigolo. C'est un livre d'ailleurs que j'ai offert à tous mes petits copains. Voilà. Tous ceux que j'ai eu avant les maris, pour leur dire c'est comme ça qu'il faut m'aimer. C'est comme ça, voilà. C'est comme ça, comme Cyrano, évidemment pas Christian. Christian, on s'en fout dans l'histoire, c'est Cyrano. C'est Cyrano qui aime, je crois, comme on doit aimer. Voilà. Mais c'est l'amour impossible, quand c'est comme on doit aimer. Voilà. Donc oui, voilà. Je regarde du coup, pardon, je suis passée en rapidement. Sarah, merci d'être allée voir sur les Borgen. Mais c'est marrant que ce nom me dise quelque chose de cette écrivaine. Il faudra que je regarde le nom de cette actrice. Mais de toute façon, bon, les noms danois et les noms suédois. Les noms suédois, je m'y fais un petit peu plus. Les noms de famille, les noms danois, j'ai toujours un peu du mal. Voilà. On me dit, il faudra qu'on soit patient. Tu me dis, Fanny, oui, pardon, oui, il faudra être un peu patient. Il faudra être un peu patient. Peut-être qu'après, je me dis, les garçons, en 2021, mon Dieu, en 2021, ils auront 4 ans déjà. Donc peut-être qu'après écrire, ça ira mieux. Disons que je pourrais prendre plus de temps. Ah ben oui, Keats, bien sûr, Annie Burns, bien sûr. D'ailleurs, Keats, je pense que je dois en avoir ici, du Keats. Peut-être qu'il y a d'autres livres qui sont dans notre chambre à côté. Mais ouais, les poèmes, moi, c'est ce qui me... Je les savoure comme une pâtisserie, ou comme du fromage, ou comme du bon pain. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est savoureux, quoi, la poésie. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, Virginie. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me touche au plus profond de moi, quoi. C'est Byron, évidemment. Oh, Byron. Et c'est... Hugo, je lisais un extrait d'un poème d'Hugo lié à mes recherches pour la Belle Époque, parce qu'évidemment, je digresse toujours beaucoup quand je fais mes recherches. Et donc, je suis venue un petit peu 50 ans en avant sur les tables tournantes, parce qu'il faut savoir que Hugo, en fait, Hugo a fait beaucoup de tables tournantes. Hein. Il croyait au spiritisme, comme le père d'ailleurs oh mon Dieu, son nom m'échappe. Comme le père de Sherlock Holmes d'ailleurs, hein, qui a écrit des traités de spiritisme, un truc incroyable. Mais disons, Hugo, donc je me suis plongée dans les recherches pour Hugo et j'ai relu certains de ses poèmes. Et, oh là là, je suis émerveillée de tant de précision et de tant de beauté. Voilà. Voilà, qu'en un vers, on peut décrire un lever de soleil ou un coucher de soleil et que en un vers,
comme ça, entre la musicalité du vers, parce que c'est ça la poésie, c'est la musicalité des mots et du vers, des mots, et puis la signification, c'est un mélange savoureux, et avec ça, ben, on le voit, se lever de soleil, se coucher de soleil. Je trouve ça formidable. Tu me dis, Virginie, tu lis de la poésie chaque matin. Oh, c'est ce que je devrais faire. Ça c'est comme une méditation. Oh, ça, c'est vraiment ce que je devrais faire. Voilà. J'ai eu, pour mes 40 ans, donc c'était il y a, oh mon Dieu, je ne vais pas compter, c'est il y a 2 ans. J'ai eu des vacances avec mon mari qui ont été, ça a été 5 jours. Hein. Voilà, c'était les premières vacances que j'avais depuis un moment en amoureux, quoi. Donc des vraies vacances, pas à courir après les enfants, à faire à manger, à faire le ménage, enfin les vacances comme on a normalement. Et donc j'avais apporté, c'est la première fois que j'ai pu lire en vacances depuis je sais pas combien de temps, et j'avais apporté Bonjour Tristesse pour le relire. Et aussi des Duras, voilà. Il y avait La vie matérielle, et puis un autre Duras qui était l'été 80, qui est une compilation d'articles qu'elle avait écrits pour un journal. Je ne sais plus si c'était Libé, il me semble que c'était Libé, mais je ne suis pas sûre. Et j'ai pris un plaisir fou à lire. Là, c'était pour le coup, c'était de la prose, mais quelle prose, vraiment. Voilà, et donc voilà. Et tu me dis que tu préfères Hugo, Virginie. Ces poèmes, ces romans, moi pareil aussi. Moi pareil. Je trouve que les romans sont plus indigestes. Je trouve que les poèmes volent, les poèmes transportent. Voilà. Et toi, tu dis, tu aimes beaucoup Voltaire, Fanny. J'adore Voltaire. Ça, c'est des fables philosophiques. Candide, Zadig, c'est des fables philosophiques. Donc, c'est intéressant, différemment, mais c'est intéressant. Ouais. Alors, je regarde, mais je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Comme d'habitude, hein, je ne sais pas quelle heure il est, je vous le dis. Hein, je suis toujours déconnectée. J'ai jamais de montre à côté de moi, puisque la montre, donc 21h32, c'est 22h32 chez vous, du coup. Voilà, ça c'est normalement l'heure. Je travaille un peu en ce moment. Je travaille entre 8h30, 9h et 11h. Je me remets à l'écriture, puisque William a décidé de dormir. Tu connais le site Retro News pour les recherches, c'est top? Non, pas du tout. Pas du tout, je connais pas du tout ce site. Je me rends compte en fait que je fais tellement les choses à l'ancienne, tu vois, quand je fais mes recherches, j'utilise le net pour trouver des références de bouquins. Mais en fait après je me débrouille pour avoir mes bouquins, donc j'achète des bouquins très souvent parce que j'aime les stabilo-bossés, j'aime, voilà, donc il y a beaucoup de bouquins que je ne trouve pas, donc je les achète sur eBay et tout ça, et puis d'autres qui sont des bouquins qui sont édités en général. Là pour mes recherches pour la Belle Époque, c'est Bruno Lamarck, le libraire de la librairie de la Renaissance à Toulouse, qui m'a aidé. Il m'a envoyé toute une série de bouquins liés à la Belle Époque, que j'ai du coup commandé à sa librairie. Il m'a aidé pour les recherches parce que la Belle Époque, c'est une toute petite période d'une 20aine d'années, mais c'est extrêmement vaste en termes de, je dirais, dense, c'est plutôt dense est le terme, en termes d'événements, hein, de tout ce qui s'est passé. Voilà, donc il y a, et puis Paris vibrait à cette époque-là, vibrait, il y a eu 2 expositions universelles quand même. Alors tu me dis, Virginie, que c'est un site excellent, recherche d'articles anciens, très utile pour revivre le quotidien de l'époque. Non, pas du tout, je ne connais pas. Mais tiens, tu vois, j'irai jeter un coup d'œil pour la Belle Époque. Connais pas du tout Retro News, ça c'est super, j'irai vraiment jeter un coup d'œil. Ouais, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de fonctionner à l'ancienne que ouais, je regarde là en haut ce que j'ai, mais tu vois, j'ai des livres la plupart du temps, j'ai peu de recherches. J'ai fait des recherches là pour la Belle Époque, pour la mode vestimentaire, parce que je me suis dit ça sert à rien de consulter, mais il y a, je sais plus si c'est le site Historia ou c'est site Historia, je crois, où je suis abonnée au site, et du coup je peux consulter des articles d'archives, et du coup j'ai des articles écrits par des scientifiques et tout ça, donc j'aime bien. Des articles d'époque scannés, c'est génial ça.
c'est génial ça, des articles d'époque scannés, ouais. Super, je regarderai. Je regarderai, ouais, ouais. Donc, en effet, formidable. C'est super, mon Dieu, je réalise, je vois un message, j'ai un message qui est apparu et je me dis que c'est l'année 2020 et que cette année 2020 semble une année creuse. C'est vraiment bizarre et pourtant il se passe des choses, enfin ou plutôt il s'en passe pas. Je pense à des gens qui ne peuvent pas rejoindre les leurs, des gens qui ont dû annuler leur mariage. C'est arrivé à 2 personnes que je connais. Et puis ma sœur qui est dans le business, puisqu'elle est photographe de mariage, en partie, qui a vu toute sa saison annulée. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas, vous tous, que vous n'êtes pas trop touchés financièrement, que ça va. On va s'en souvenir de 2020, oui, beaucoup. C'est surréaliste. C'est vraiment surréaliste ce qui se passe. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à sortir. Enfin, moi qui suis, je pourrais vivre dehors. Hein. Et là, quand on a le droit de sortir, nous, en Angleterre. Et en fait, en semaine, je ne sors pas parce qu'on s'est organisé avec mon mari pour s'occuper des enfants. Mais évidemment, on sort le samedi, le dimanche avec les enfants. Et je trouve ça hyper... c'est violent de voir ces gens avec ces masques, la police qui roule sur les... On a de grands espaces verts, des forêts quoi, nous c'est plus des parcs, c'est des forêts à Londres. Et de voir cette police qui empêche les gens de s'allonger sur le... Enfin voilà, on n'a pas le droit, on a le droit que de marcher, donc c'est... ça me fait penser à George Orwell, ça me fait penser à... Enfin, voilà, j'ai l'impression d'être dans une science-fiction quoi. Voilà, ouais. Une année 20 sur 20 en Never Give Up, ouais, c'est ça. Il faut... C'est pas... on a l'impression d'être en guerre quelque part, mais c'est parce qu'on se retrouve finalement emprisonné. Mais la guerre, c'est pas ça. Hein. Voilà, on est en confort. C'est du confort. Le problème, c'est économiquement, voilà, parce qu'on souffre de ce qui se passe économiquement. Donc voilà, savoir comment on va s'en sortir. Voilà, moi tu dis Fanny, j'ai pas vu ma maman depuis des mois et elle est seule. Ouais, ça c'est dur pour les gens qui se retrouvent seuls comme ça. Moi j'ai ma belle maman qui est seule, mais elle vit dans la même rue, donc nous on passe et puis elle nous voit depuis son balcon. Donc quand je fais mon pain, j'emporte du pain que je lui laisse devant chez elle, donc c'est pas pareil quoi. Et mes parents, je les ai pas vus depuis, je veux pas compter depuis quand j'ai pas vu mes parents. Mais ils sont dans le sud, ils sont pas seuls, ils sont tous les deux. 84 de George Orwell, oui, j'ai adoré 84 de George Orwell. Ouais, mais je l'ai lu il y a très très longtemps. Mais j'avais adoré. C'est des livres chocs maintenant. Je ne sais pas si ça ferait le même effet maintenant, mais je pense que ça fait partie des classiques. Ouais. Le confinement, notre écriture s'en ressent. Et ouais, ben bien sûr. Bien sûr que l'écriture... Moi déjà, enfin je veux dire, ce qui s'en ressent, c'est que j'écris avec plus de je sais pas comment dire, de voracité, puisque finalement j'ai moins de temps. Donc voilà. Ce sont des temps un peu bizarres, voilà, un peu bizarres, douloureux. Voilà. Douloureux. Oui, Fanny, tu dis que ta maman elle a 80 ans le 4 mai, que tu ne pourras pas être là. Oui, c'est dur. Mon papa a une opération en mai et je pourrais pas descendre certainement. Si je peux, j'y serai, si tout s'ouvre. Voilà. Mais voilà. Donc c'est une période difficile où on est loin des gens qu'on aime. En ça, c'est similaire à la guerre. Donc voilà. Donc c'est dur. C'est dur. Mais c'est ça, quand on va tous se revoir, dit Virginie, ça va être la fête. Et c'est ça qu'il faut essayer de ne pas oublier, je pense. C'est essayer de se souvenir de ce qui nous a manqué, de ce qui est important dans la vie pour être, je dirais, plus heureux et plus simple dans nos demandes et dans nos désirs. Parce que finalement, on se rend compte que... on dit l'enfer, c'est les autres, mais les autres, c'est aussi le bonheur, hein. On n'est pas fait, on est des animaux sociaux, on n'est pas fait, pas que des animaux politiques, on n'est pas fait pour vivre seul. Alors on n'est pas fait pour vivre confiné en famille non plus, non, parce que ça ce n'est pas sain.
et qu'il y a il y a des familles qui sont en détresse totale, voilà, en ce moment, parce qu'il y a, il y a beaucoup d'enfants, de femmes, mais aussi d'hommes, il faut le savoir, maltraités, hein, il faut le savoir. Donc voilà, c'est voilà. Ouais, auberge espagnole, c'est ça, c'est ça. Il y a des gens qui ne seront plus là entre-temps, oui, d'arriver à des amis à moi et des amis qui n'ont pas pu en plus aller aux enterrements, donc c'est ça, c'est dur. Euh, oui, voilà, c'est vrai que les livres sont top, que ça rapproche. Tu dis Virginie, ça rapproche, ouais, ça rapproche. Les lives, ça permet même, enfin, pour nous, voilà, ça reconnecte, c'est voilà, ça donne live, ça porte vraiment bien son nom. C'est pas que live parce que c'est comme ça, mais ça nous donne de la vie, voilà, de la vie. To live en anglais, c'est vivre. On a besoin de ça. On a besoin de se rappeler ce que c'était et ce que ça redeviendra. Voilà. Et puis aussi d'être... en anglais, il y a une expression que j'aime beaucoup qui se dit to pat the back. To pat yourself on the back. Ça veut dire se faire ça et se dire c'est bien Johanna, c'est bien, tu te débrouilles bien. Même si c'est dur de faire l'école à ton gamin, même si c'est dur de ne pas sortir, même si c'est dur de... Voilà, de tout ce qu'on a à y vivre, d'être loin, voilà, des gens qu'on aime. Et, voilà. Voilà. Oui, bah alors Xavier, tu parles d'hommes battus. Moi, j'ai un ami, celui dont je vous parlais, qui est ce poète écossais. Il s'appelle Michael J. Mylon, qui est malheureusement, qui n'est malheureusement pas encore traduit en français, pas encore, qui parle dans un livre hyper touchant de ça. Il en a fait un thriller psychologique, hein, mais il y a beaucoup d'hommes battus et on n'en parle pas parce que justement, je veux dire que c'est honteux pour la plupart d'entre eux, qu'ils ne sont pas pris au sérieux, que c'est marginalisé, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Ces lives nous donnent de la vie qui nous manque avec ce confinement. Tout à fait, tout à fait. Et puis, j'ai une amie qui vit seule, qui vit seule et qui vit seule. Donc, et elle me disait, Johanna, ça fait depuis le confinement, donc nous on entame notre 4e semaine, que personne ne m'a pris dans ses bras. Donc voilà, moi je pense à tous les gens qui ne peuvent pas avoir de câlins, et ça semble bête, mais les câlins et le contact physique est nécessaire. Et je ne parle pas de sexe, je parle de, même si le sexe est nécessaire aussi, je parle du contact physique. D'avoir un câlin, d'avoir un baiser, on a besoin de contact. Et ça c'est très très difficile pour les personnes quelles qu'elles soient, les personnes âgées ou les personnes célibataires qui se retrouvent à ne plus d'avoir de contact, de chaleur humaine, quoi. C'est terrible et c'est ce qui se passe par exemple pour ma belle-maman qui vit un peu plus bas dans la rue. Voilà. Donc oui, c'est une époque un peu bizarre. Lauriane, bonsoir, vous diriez, there is always a silver lining. C'est ça, c'est ça. Bonsoir en direct de Telford près de Birmingham. Mais c'est ça, c'est exactement, mais il y a toujours ça. Voilà, il y a toujours... et je pense que c'est la clé de beaucoup de choses dans la vie. Et c'est quelque chose que je cultive et que mon mari m'a appris à cultiver. C'est-à-dire d'essayer de trouver toujours l'aspect positif dans quelque chose. Pour moi, je dirais que dans ce confinement-là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais fait parce que j'aurais été tout le temps partie, que j'aurais été bien trop fatiguée pour le faire. C'est que j'ai fait dormir mon jumeau, c'est-à-dire que je me suis attelée à le faire dormir avec une technique que j'avais employée quand il était tout petit. Et quand il m'a fait une régression de sommeil il y a 6 mois, on n'avait pas la santé avec mon mari de se dire on va faire cette technique-là qui demande aux parents d'aller voir l'enfant toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes, enfin c'est quelque chose de... Donc voilà, il y a toujours des choses qui sont très bien. Et puis aussi passer plus de temps avec mon aîné, plus de temps avec mon aîné, même si c'est bizarre de faire à l'école en anglais, parce que c'est pas ma langue, donc il me reprend sur certaines prononciations, mais voilà.
La Virginie me dit, mon fils vient de passer me dire bonne nuit, il a entendu dire sexe. Ça y est, Johanna, je suis plus crédible. C'est foutu avec quand on aime la bouffe et qu'on aime le vin, on aime le sexe. Ça fait partie des plaisirs de la vie. Voilà. Des plaisirs de la vie, bien sûr. Des plaisirs de la vie, et des plaisirs qui nous restent là en confinement, n'est-ce pas? Alors pour la petite blague, sachez que les ventes de sextoys ont sacrément augmenté. Donc, il n'y a pas que Netflix qui s'en met plein les poches. Voilà. À toutes les langues qu'on parle chez nous, c'est formidable. Ça se fait naturellement, puisqu'avec mon mari, donc, nous parlons anglais. Moi, je parle français à mes enfants et ça s'est fait naturellement. Et lui parle suédois à nos enfants. Donc, en fait, quand on est à table, on a toujours 3 langues. Et c'est normal pour nous. C'est-à-dire que on a l'anglais, puisqu'évidemment, moi, je parle en anglais avec mon mari. Mais si je dois dire à mon fils, Maximilien, mange comme il faut, je vais le dire en français. Et si mon mari doit intervenir auprès des jumeaux pour dire les jumeaux ça suffit, il va dire William, sluta, ou sluta, je ne saurais pas comment prononcer ça, mais voilà, William, stop, ça suffit. Donc, on a toujours ces 3 langues-là, et quand mes parents sont là, et qu'on a envie de se dire des choses pour que les enfants ne comprennent pas, on parle en espagnol avec mes parents et ma soeur. Voilà. Donc il peut avoir une 4e langue. J'ai une de mes meilleures amies c'est comme ma soeur. Voilà. C'est ma soeur d'adoption qui s'appelle Eva Munoz, qui est la marraine de mon aîné, et qui parle aussi espagnol et catalan. Donc elle, quand elle est là, parce que quand mes parents sont là, elle vient aussi, elle vit à Londres, et on parle espagnol aussi. Donc, alors, non pas quand on est seul, le sexe, on fait comment? Explique. On achète des sextoys. Et voilà. Et on s'amuse. Le sexe, c'est avec quelqu'un ou pas, d'ailleurs. Voilà. C'est ça, le fils de Virginie Land, il va revenir, il va rester en fait. C'est l'éducation sexuelle du quoi? C'est mardi aussi, du mardi soir. L'éducation sexuelle déconfinée. Donc, voilà. Mais pour en revenir à la richesse linguistique, c'est très chouette. Et ce qui est beau pour moi, c'est de voir mes garçons parler d'autres langues et les vivre différemment. Parce que Maximilien, par exemple, a toujours été très proactif dans sa vision des langues et dans son expérience des langues. C'est-à-dire qu'il a toujours parlé les 3 langues. Dès qu'il me parle à moi, il va me parler en français, il va faire l'effort. Et puis, par contre, William, un des jumeaux, parle super bien anglais. Voilà, donc son anglais, il forme des phrases incroyables. Il a 2 ans, mais il a vraiment une prononciation incroyable. Et il va préférer l'anglais pour tout. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Et Alexander, mon cœur d'Alexander, qui est notre garçon soleil, parce qu'il est toujours content. Mais on le comprend très mal quand il parle. Il a toujours ces petites explications. Comment dire il a encore un langage assez bébé. C'est très, très rigolo. C'est très, très rigolo. Parce que lui, par contre, parle les 3 langues, mais c'est très, très drôle. Donc c'est marrant de voir comme tous les 3 vivent les langues. Et puis, Alexander, quand il me parle, il va toujours essayer de dire en français. Donc, il va dire... Truck, truck, maman, truck. Et tout d'un coup, il réalise et puis il dit camion, camion, maman, camion. Alors, passer de sextoy à richesse culturelle, c'est excellent. Il faut de tout dans une vie. Il faut de tout. Tout est nécessaire. Tout est nécessaire. Et puis la richesse culturelle. Voilà. Il faut cultiver. C'est une de mes meilleures amies qui me disait qu'il y a cul partout. Donc voilà. Mais voilà. Alors, tant qu'on parle de langue, lors de notre interview entre l'accent gersois et l'accent marseillais, on va en donner. Ouais, mais c'est ça. Alors, l'accent gersois. Et dire qu'il y a des gens qui disent que c'est le même accent. Non, ce n'est pas le même accent. Mon fils, oui, Virginie, mon fils s'appelle Alexander, comme ton personnage entomologiste du 19e, 20e. Ouais. On a choisi des prénoms en fait qui pouvaient être prononcés dans les 3 langues. Dans les 3 langues de la même façon. Voilà. Dans les 3 langues de la même façon. Parce que j'avais très envie d'appeler Maximilien Louis,
mais Louis en anglais, ça aurait été, en suédois aurait été prononcé bizarrement. Donc je l'ai quand même appelé Louis parce que mon papa s'appelle Jean-Louis, mais en deuxième prénom. Donc Maximilian, William et Alexander se prononcent de la même manière. En français, en suédois ou en anglais. Voilà. Florian, tu dis on avait bien commencé avec les enquêtes du département Q, c'est ça. Finalement, tout tombe sous la ceinture, c'est dramatique. C'est peut-être le confinement qui fait ça finalement. Voilà, le confinement. Voilà, je regarde l'heure, je ne sais pas quelle heure il est, mais il va peut-être bientôt falloir. Je regarde l'heure en même temps. Et l'heure qui n'apparaît pas sur mon ordinateur, j'ai toujours pas de montre. 21h51, oui c'est ça, il est presque 11h. Juste ça, Xavier, on me dit absolument pas, le nôtre est bien plus chantant. Oui c'est vrai, non c'est vrai, il est peut-être plus... Est-ce qu'il est plus rond? Je sais pas. Bon espace, voilà, c'est ça. Je bosse dans un espace culturel, vivement la reprise, c'est ça. C'est ça, voilà, finalement on a parlé de tout ce soir. Ben, merci à tous d'avoir été là, en tout cas, merci à Florian pour ce live, de m'avoir invité. C'était formidable. Est-ce que ça te va, Florian, si on en termine maintenant? Merci à ceux qui passent souvent sur ces lives. Merci Virginie d'être là, c'est adorable. Ça fait du bien de vous voir, de parler avec vous. Et puis, il me manque, ça me manque d'entendre vos voix, voilà, et de vous voir. Ce serait bien de vous voir dans ces petites têtes qui apparaissent, voilà. Fanny, je t'embrasse très fort, je vous embrasse très fort. Hâte de vous voir en chair et en os. Mais c'est mieux que rien, n'est-ce pas ça? Allez, je vous embrasse. Bonne soirée, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, mais d'abord de vous. C'est important. C'est comme vous savez dans les avions, on vous demande d'abord de vous mettre votre masque avant de vous le mettre à vos enfants. Mais là c'est pareil. Voilà. Voilà. Merci pour tout et bon sexe avec le mari. Voilà, le mari, après ça doit taper les gamins, je pense qu'il va être mort.